Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'éruption du trou noir supermassif situé au centre même de notre galaxie, ce qu'il en est réellement et les conséquences. Ensuite on parlera de la dernière annonce du nouveau président américain Donald Trump qui souhaite envoyer des hommes sur Mars, mais aussi de la récente découverte des vents extrêmement violents qui ont lieu à la surface d'une exoplanète à quelques centaines d'années-lumière d'ici. Et pour finir, je vous raconterai cette grande découverte, celle d'une galaxie gigantesque, l'une des plus grandes de l'univers, située à près de 1,44 milliard d'années-lumière d'ici. Le trou noir situé au centre de notre galaxie est entré en éruption. Alors avant toute chose, pas de panique, c'est pas du tout dangereux pour nous. Pourtant c'est un événement qu'on suit de très près parce que toute variation soudaine dans l'activité d'un trou noir peut nous révéler des informations précieuses sur son fonctionnement et nous donner un aperçu de ce qu'il se passe dans les régions les plus extrêmes de l'univers. Et pour la science, c'est une occasion en or. Alors vous le savez peut-être déjà, mais le trou noir situé au centre de notre galaxie, c'est Sagittarius à étoile. Alors pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement parce qu'il a été détecté dans la constellation du Sagittaire. Il se trouve à environ 27 000 années-lumière de nous, avec une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. C'est vraiment énorme. Alors on peut s'imaginer la quantité d'énergie qui peut être libérée dès qu'un bout de matière s'en approche un peu trop. Ça fait un bon moment qu'on le connaît, depuis 1974 pour être exact. Alors d'habitude, leurs observations se concentrent sur des longueurs d'onde spécifiques comme l'infrarouge proche ou les ondes radio. C'est d'ailleurs grâce à ces observations qu'on sait que l'activité autour d'un trou noir est alimentée par un disque d'accrétion, une sorte de gigantesque tourbillon de matière qui tombe lentement vers le trou noir. Mais récemment, on a détecté quelque chose dans une longueur d'onde qu'on n'avait jamais encore exploré pour Sagittarius à étoile. C'est un peu comme si on ajoutait une nouvelle couleur à notre palette d'observation pour mieux comprendre les détails qui se passent là-bas. Alors bien que ce ne soit pas le trou noir le plus actif de l'univers observable, Sagittarius à étoile reste fascinant. La matière qui tourne autour de lui est turbulente, et elle produit régulièrement ce que les scientifiques appellent des flares. En fait, c'est des sortes d'éruptions qui ressemblent à celles qu'on peut observer autour du Soleil, mais autour d'un trou noir cette fois-ci. Ces flares, quand ils se déclenchent, peuvent illuminer brièvement les environs immédiats du trou noir, et nous renseigner sur la physique extrême qui règne dans cette région. Et là, c'est la première fois qu'on a pu détecter ces flares dans l'infrarouge moyen. Alors c'est un domaine spectral très précis et difficile à observer à cause de la poussière interstellaire qui peut facilement bloquer ou altérer ce signal. Et tout ça a été rendu possible grâce au télescope James Webb. En fait, ça faisait un moment que les astronomes attendaient pour que ce télescope soit disponible pour le pointer en direction de notre trou noir. Pourquoi? Eh bien parce que ces capteurs infrarouges sont les plus puissants fabriqués à ce jour. Avec sa sensibilité, on peut capturer des nuances bien plus fines dans les variations de luminosité, même quand on parle d'un objet situé à près de 27 000 années-lumière d'ici. En général, cette longueur d'onde, elle est idéale pour observer des phénomènes comme les éruptions solaires, souvent invisibles sous d'autres longueurs d'onde à cause de la poussière qui les cache. Et depuis 1990, on étudiait les flares autour de ce trou noir, mais jamais dans l'infrarouge moyen. Cette observation est donc une grande première. Elle ouvre la voie à une meilleure compréhension de la manière dont les flares se forment et évoluent autour de Sagittarius à étoile. Ces flares, c'est des gros flashs lumineux et mobiles. Ils peuvent être causés par plusieurs phénomènes, par une étoile qui se fait déchirer par la gravité du trou noir, ou alors par un nuage de gaz qui s'aventure trop près de cette zone dangereuse. On suspecte aussi que des interactions magnétiques dans le disque d'accrétion pourraient jouer un rôle, un peu comme des lignes de champs magnétiques qui se reconnectent, créant d'énormes jaillissements d'énergie. Alors les flares qu'on a observés n'ont pas du tout émis de rayons X, ce qui suggère que l'événement n'était pas assez énergétique pour produire de tels rayons. Mais alors, qu'est-ce qui a généré ces explosions? Eh bien pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Mais c'est pas un échec pour autant. Cette détection dans l'infrarouge moyen marque un tournant majeur dans l'étude des trous noirs. Elle nous aidera à mieux comprendre ce trou noir qui trône au centre de notre galaxie. Mais elle va surtout nous permettre de vérifier ou d'ajuster nos modèles théoriques sur l'évolution du disque d'accrétion ou sur la formation de ces éruptions. Maintenant, il faut croiser toutes ces nouvelles données avec celles qu'on a déjà collectées sur ces flares dans d'autres longueurs d'onde. En combinant les mesures en infrarouge, en ondes radio et dans d'autres gammes, on pourra reconstituer un puzzle de l'activité de Sagittarius à étoile dans ses moindres détails. Et n'oublions pas que cette découverte a été réalisée à 27 000 années-lumière de nous. Ça veut dire que ce qu'on a détecté, cet événement-là, s'est produit en réalité il y a 27 000 ans. Et ça, c'est plutôt dingue.
À savoir qu'on observe aujourd'hui des phénomènes qui se sont déroulés alors que l'humanité vivait encore à l'âge de pierre. Et ça nous donne vraiment le vertige. Et ça nous rappelle à quel point l'espace-temps est immense. Lundi dernier, lors de son discours d'investiture, le nouveau président américain Donald Trump a réaffirmé son ambition de conquérir l'espace. L'objectif est clair, envoyer des hommes sur Mars avant la fin de la décennie. Une ambition qui fait évidemment beaucoup parler d'elle. To plant the stars and stripes on the planet Mars. Donald Trump a été élu le 5 novembre dernier. Ça, tout le monde en a entendu parler. Et officiellement, il a pris ses fonctions de président américain le 20 janvier dernier. Et dès le premier jour, il a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue dans le monde scientifique. Les États-Unis vont envoyer des astronautes sur Mars. Mars, c'est pas une nouveauté. On en entend parler depuis des années déjà. Déjà par Elon Musk par exemple. Le patron de la société privée SpaceX n'a jamais cessé de croire à une mission vers la planète rouge. Et Donald Trump partage son avis. En 2017, il avait même déjà annoncé que les États-Unis enverraient des humains sur Mars. Et une promesse donc qu'il a une fois de plus réaffirmée cette semaine. Dans son discours, ces mots étaient clairs. Les Américains vont planter le drapeau américain sur la planète Mars. Le président américain a des ambitions très ambitieuses. Il veut faire ça vite et très vite. Alors l'objectif, c'est d'abord d'envoyer une fusée sans équipage vers Mars en 2026 pour tester l'atterrissage. Et si ces tests sont réussis, alors les premiers vols habités pourraient bien décoller d'ici 2028, donc dans seulement 4 ans. Mais est-ce que ce timing est vraiment réaliste? Eh bien, selon la NASA, pas vraiment. Pour l'agence spatiale américaine, ce délai semble bien trop court. Tout simplement parce qu'il se concentre déjà sur un autre grand projet, le retour de l'homme sur la Lune, prévu pour 2027. Et un voyage vers Mars, ça n'a rien à voir avec un voyage vers la Lune, l'endroit le plus éloigné où aucun humain n'a mis les pieds. Une mission habitée vers la planète rouge pourrait prendre entre 6 et 9 mois, et ça, juste pour l'aller. La mission dans la globalité devrait donc durer plusieurs années. Une mission complexe et risquée pour des astronautes qui n'ont jamais passé autant de temps, aussi loin de la Terre. Et en parlant de la Lune, Donald Trump n'a jamais rien dit à ce sujet lors de son discours. Et ça aussi, justement, ça fait beaucoup réagir. Parce que plusieurs experts s'inquiètent qu'il abandonne complètement ce projet au profit de celui vers Mars. Sauf qu'abandonner un projet qui a déjà coûté près de 90 milliards de dollars, ça serait un véritable séisme dans le domaine du spatial. Surtout quand on sait que de nombreux autres pays sont partenaires de ce projet. Il s'agit là du programme Artemis. Il avait été lancé sous le premier mandat de Trump et avait pour objectif de préparer les astronautes à Mars. Et voilà qu'en même temps, Elon Musk annonce sur X, nous allons directement aller sur Mars. La Lune n'est qu'une distraction. Alors, que va-t-il advenir du programme lunaire dans tout ça? Eh bien ça, on le saura peut-être assez tôt. On vient tout juste de détecter des vents d'une puissance extrême sur une exoplanète. Et ces vents souffleraient à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres/heure. Il s'agit là des vents les plus violents jamais enregistrés sur une planète. Avec les instruments scientifiques de plus en plus performants, détecter une exoplanète est de plus en plus facile. Aujourd'hui, on connaît près de 7000 exoplanètes et grâce aux projets technologiques, on en sait même de plus en plus sur leur composition et leur atmosphère. La planète dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle WASP 127b. Elle a été découverte en 2016 et nous réserve bien de grandes surprises. WASP 127b se trouve à près de 500 années-lumière de la Terre. Et pour vous donner une idée, elle ressemble un peu à une planète de notre système solaire, Jupiter. Enfin un peu parce qu'elle est légèrement plus grande que Jupiter, d'environ 30% plus grande, mais elle est surtout beaucoup plus légère. Sa masse représente seulement 16% de celle de la géante gazeuse. Et déjà, ces caractéristiques font de WASP 127b une planète les moins denses, donc les plus gonflées jamais détectées. Pour vous donner un ordre de comparaison, elle a un peu la densité d'une boule de coton. Donc cette planète, c'est littéralement une boule de coton géante. Et tout ça, bref, ça peut nous en apprendre beaucoup sur ce qu'il se passe à sa surface. Grâce au Very Large Telescope, un télescope terrestre situé au Chili, dans lequel je suis allé d'ailleurs dans ce documentaire-là, eh bien les astronomes ont pu passer son atmosphère sous tous ses angles. Alors comment ont-ils fait? C'est assez simple. En fait, quand la planète se trouve entre son étoile et la Terre, la lumière de son étoile traverse son atmosphère.
Et les molécules donc présentes dans l'atmosphère absorbent une certaine longueur d'onde de cette lumière, ce qui permet aux scientifiques de savoir exactement de quoi elle est composée. C'est comme ça qu'ils ont pu découvrir des traces d'eau et des monoxydes de carbone dans son atmosphère. Mais ça, c'est presque le moins impressionnant. Ce télescope a aussi détecté un phénomène encore plus fascinant, le mouvement de l'atmosphère. Et c'est là que les astronomes ont fait une découverte étonnante. En observant le mouvement de l'atmosphère de WASP 127b, ils ont remarqué que certaines parties de celle-ci se rapprochaient de nous à une vitesse impressionnante, tandis que l'autre s'en éloignait tout aussi rapidement. Et c'est là que tout est devenu assez clair pour les scientifiques. Il existe des vents supersoniques à la surface de cette planète. Ce vent se déplace encore plus vite que ce que vous ne pouvez imaginer. Avec l'effet Doppler, vous savez cet effet qu'on nous apprend à l'école avec le bruit d'une ambulance qui s'approche et qui s'éloigne. Eh bien les scientifiques ont pu calculer la vitesse de ce vent. Et accrochez-vous bien puisque cette vitesse élève à près de 9 km par seconde, soit environ 33 000 km/h. 33 000 km/h, c'est 1000 fois plus rapide que les vents les plus violents sur Terre. Et pour être plus précis, ces vents battent tous les records. Les vents de WASP 127b sont des dizaines de fois plus rapides que les vents les plus rapides jamais mesurés dans notre système solaire. Un record qui est détenu par Neptune avec des vents à près de 1800 km/h. Mais attendez, c'est pas tout. Ces vents soufflent tellement fort qu'ils dépassent même la vitesse du son sur cette planète, qui est estimée à près de 10 800 km/h. C'est complètement fou. Et en plus de ça, on a constaté qu'il y avait des différences de température à plusieurs endroits de la planète. Les scientifiques en ont donc déduit que la planète possédait des régimes climatiques complexes, un peu comme ceux sur la Terre. Pour l'instant, toutes ces découvertes ont pu être faites depuis la Terre, puisque tous les télescopes spatiaux ne sont pas encore équipés pour ces observations précises. Mais c'est quand même incroyable de se dire qu'on a pu détecter tout ça à 500 années-lumière d'ici, avec des instruments terrestres. On vient de découvrir une galaxie géante, et croyez-moi, à côté d'elle, notre galaxie paraîtrait minuscule. Cette galaxie, c'est Incatazo, et son nom veut tout dire. Incatazo, c'est pas une galaxie comme les autres, c'est ce qu'on appelle une radiogalaxie. Autrement dit, elle émet principalement des ondes radio. Alors il y a 5 ans encore, ce type de galaxie était très rare. En fait, on a l'habitude qu'elle soit très grande. Et ça, c'est généralement à cause d'un trou noir supermassif qui se trouve en leur centre et qui crache des jets de plasma. Ces jets brillent à des fréquences radio. Mais récemment, avec le développement de télescopes super puissants comme Meerkat, un radiotélescope sud-africain composé de 64 antennes, on arrive de mieux en mieux à les détecter. Et c'est justement grâce à Meerkat qu'on a pu découvrir Incatazo. Mais avant de vous donner plus de détails sur sa taille, laissez-moi vous expliquer d'où vient son nom. Incatazo, c'est un mot qui vient des langues africaines Xhosa et Zulu. Et en français, ça signifie « problème ». C'est un nom plutôt surprenant pour une galaxie. Mais en fait, les scientifiques ont choisi ce nom à cause de la difficulté à comprendre la physique qui se cache derrière cette galaxie. Parce que oui, cette galaxie n'est pas fascinante uniquement à cause de sa taille. Mais avant ça, parlons justement de sa taille. Incatazo est énorme. Elle mesure pas moins de 3,3 millions d'années-lumière d'un bout à l'autre. À côté, notre propre galaxie, avec ses 105 700 années-lumière, nous paraît toute petite. Pour vous donner une idée, on pourrait faire entrer 32 fois notre galaxie dans cette radiogalaxie géante. Mais c'est pas tout. Incatazo cache encore des secrets bien plus étranges. Comme je vous le disais, au cœur de cette galaxie se trouve un trou noir supermassif. Et de ce trou noir s'échappent des jets de plasma. Sauf que ces jets ne sont pas tout à fait comme ceux qu'on observe ailleurs. En fait, habituellement, ce type de jet s'échappe en ligne droite du trou noir. Mais ici, contre toute attente, les jets sont courbés. Mais c'est pas tout. Sa localisation a surpris elle aussi. Incatazo ne se trouve pas dans un coin isolé de l'univers, comme on pourrait l'imaginer pour une galaxie géante. Mais en fait, elle réside au cœur d'un amas de galaxies, un environnement où ces galaxies gigantesques sont rarement repérées. Deux mystères donc qui soulèvent des questions cruciales sur l'impact des interactions environnementales dans la formation et l'évolution de ces géantes cosmiques. Cette découverte est un véritable tournant pour les scientifiques, qui ne s'attendaient pas à trouver une galaxie aussi étrange. Et même s'ils ne comprennent pas encore tout, ils espèrent qu'Incatazo pourra éclairer des mystères autour de certaines des plus grandes structures de l'univers. Incatazo est donc une opportunité unique d'étudier la physique qui œuvre derrière ces mastodontes de l'univers. Mais moi j'ai une question pour vous. Vous voyez le temps de l'univers comme une ligne. Est-ce que vous pensez qu'on se trouve au milieu, au début ou à la fin de cette ligne de l'histoire de l'univers?
C'est une question que je me suis demandé et donc j'ai retracé toute l'histoire de l'univers, du début à la fin. Et si vous voulez suivre cette vidéo tranquillement, eh bien je vous laisse aller cliquer ici. Et enfin, si vous souhaitez suivre l'actualité spatiale, pareil ici, sinon on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les membres qui rejoignent la chaîne actuellement, ça me fait super plaisir. Juste avant de commencer, sachez que 60% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées. Donc si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo, c'était Zebrolos, à samedi.